Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce premier épisode d'Efrika, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Allez, je vous le rappelle une dernière fois, l'autre football se divise donc en plusieurs émissions. Vous en connaissez déjà 3 maintenant. Culture Soccer d'Anthony de Varenne et Antoine Latran, qui traite du football d'Amérique du Nord, ainsi que Bola Latina et la FC Corner, animés par votre serviteur, et qui se concentrent respectivement sur le foot latino et asiatique. Alors ne vous inquiétez pas, on vous l'a déjà dit, on ne se sépare pas par mauvaise entente. On opte plutôt donc pour la tactique du diviser pour mieux régner. Alors que ce soit Culture Soccer, l'AFC Corner, Bola Latina ou Efrika, tout cela reste du pur podcast Lucarne Opposé, les émissions radiophoniques des Globetrotters du foot. Avant de démarrer, n'oubliez pas que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. Et n'hésitez donc pas à suivre nos comptes personnels, à interagir avec nous, nous faire des suggestions, des réclamations même si vous voulez. Bref, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les réseaux sociaux, chers amis. Pour ce numéro Uno d'Efrika, nous allons faire le point sur les compétitions continentales de clubs, en tentant notamment de comprendre pourquoi certaines fédés n'y participent pas. Et ensuite, nous irons au Maroc et en Tunisie se pencher sur les arrivées inédites de binationaux dans les championnats locaux. Mais avant toute chose, vous commencez à comprendre un petit peu le système. Petite dédicace à Kerry James, c'est le courrier qu'un free. Du côté du Delta du Nil, pour commencer, Al Ahly remporte la Super Coupe d'Égypte pour la 10e fois, en s'imposant 1-0 après prolongation face au El Masry de Port Saïd. Un trophée de plus pour l'un des clubs les plus titrés au monde, et ouais, rien que ça. À Tunis, où un match de gala devait opposer l'Espérance Tunis au club palestinien prénommé également Espérance, mais de l'Oued Nice ce coup-ci, de violents heurts ont opposé les supporters sang et or aux forces de l'ordre à 2 reprises, jeudi et vendredi dernier. L'interdiction d'un tifo ainsi qu'un imbroglio sur l'achat de billets pour la rencontre serait à l'origine des incidents. Et ben du coup, il n'y aura pas de match du tout, tiens, la rencontre a en effet finalement été annulée. Zou, file dans ta chambre. À l'extrême sud de ces malencontreux événements, Jeremy Brockie, vedette néo-zélandaise du Supersport de Pretoria et meilleur buteur de la Coupe des Confédérations 2007, a filé chez les rivaux du Mamelodi Sundowns. Entre les trahisons de Saito et Damjanovic en Asie, de Bejarano en Bolivie et maintenant celle-ci, mais y aurait-il donc quelque chose de pourri au royaume de Lucarne Opposé ? Terminons enfin avec un petit point sur le Chan 2018, le championnat d'Afrique des Nations, réservé aux joueurs jouant sur le continent, qui se déroule actuellement au Maroc depuis le 13 janvier et ce jusqu'au 4 février. Pour commencer, pointons d'un index moqueur les absents notables de ce tournoi, éliminés au cours de la phase préliminaire. Égypte, Algérie, Sénégal, Mali, Togo, Ghana, Bénin, Gabon, RDC et Afrique du Sud, vous êtes les maillons faibles, au revoir. En ce qui concerne la compétition, peu de matchs ont été joués pour le moment, mais déjà quelques surprises. Le Soudan s'est par exemple imposé 2-1 face à la Guinée, la Côte d'Ivoire s'est inclinée d'un petit but face au rugbymen de Namibie, et le Rwanda a tenu en respect les terrifiants Super Eagles nigérians. 0-0, aucun but partout, circulé, il n'y a rien à voir. Bon, trêve de rigolade, allons maintenant, comme promis, faire un point sur la Ligue des champions africaine et la Coupe des confédérations 2018. Yallah! Yari Sarubi Bembi Uramaya Africa Yo. Et pour parler des compétitions de clubs continentales africaines qui reviennent pour 2018, bien entendu, on retrouve donc Pierre-Marie Gosselin. Comment vas-tu, Pierre-Marie ? Bonsoir Simon. Ben écoute, ça va très bien et toi ? Bonne année
beaucoup de succès, de bonheur et de santé pour la nouvelle année à tous. Merci, bonne année à toi aussi. Tu n'es plus au Bénin là pour le moment? Non, là je suis sur Paris, hein. J'étais rentré pour les fêtes de fin d'année, venir se ressourcer un peu, puis je retourne au Bénin à la fin du mois. C'est bien normal. Et d'ailleurs, oui, tu as attendu au Bénin, hein, puisque tes petits gars de l'Abisport t'attendent. Si nos chères auditrices, auditeurs ne le savent pas ou ne l'ont pas lu, il y a une série d'articles qu'a écrit Pierre-Marie sur le Cairn Opposé, bien évidemment. On suit son équipe, l'équipe que tu accompagnes, que tu coaches. C'est des U19 Ouais, alors, c'est pas, moi je coach pas les grands, c'est les Non, toi, U19, tu hein, les c'est notre accompagnes, équipe. c'est ça. J'accompagne un peu le coordinateur, le manager, voilà un petit peu tout ça. Et par contre, j'entraîne les petits, mais là pour le coup, c'est des U13. Et figure-toi que en ma présence, on n'était à aucune victoire. Et depuis que je suis parti, ils enchaînent les victoires. Ils ne connaissent même plus la défaite. Ah bah tu vois, il y a dû avoir un truc psychologique. Le maître est parti, les élèves se sont épanouis, mais voilà, c'est parce que tu leur as appris des choses. Et donc voilà, pour terminer, voilà, je vous conseille de lire cette série de 4 articles sur le tournoi qu'effectuent les Béninois de l'Abisport, le 19 de l'Abisport au Ghana. C'est un vrai plongeon dans le football jeune africain. Voilà, c'est vraiment très intéressant et surtout très attachant la manière dont tu as écrit. Voilà, je voulais te le dire. C'était le coup de cœur. J'ai vraiment bien aimé cette série. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait plaisir. Mais on est là pour parler de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe des confédérations, on le rappelle, qui est une sorte d'Europa League du continent africain. Parce que voilà, on a eu les verdicts en 2017 et 2018, nouvelle compétition, c'est bien normal, comme chaque année. Et sauf que voilà, tu m'as dit quelque chose qui m'a interpellé et tu m'as fait une suggestion pour ce sujet, c'est tout simplement d'éclaircir le fait que tout le monde ne participe pas à ces compétitions. Et tout simplement, je voulais savoir qui ne participe pas à ces compétitions et pourquoi. Eh ben, écoute, ça va être très intéressant de se plonger dans ce sujet-là parce que c'est vrai que la compétition, la 2017, s'est terminée en novembre. Je crois que le vainqueur de la Ligue des champions africaine doit être un des derniers qualifiés au mondial des clubs. Et du coup, on recommence en février pour de nouveau une année civile qui nous amènera en compétition jusqu'au mois de novembre. Et sachant que c'est la dernière année parce que dès l'année prochaine, on change de formule et la compétition sera calquée sur le calendrier européen avec une compétition qui s'étale plutôt de septembre à mai, avec comme point d'orgue la CAN du coup qui se jouera au mois de juin. Donc on va revenir sur cette édition 2018 de la Ligue des champions. Premièrement, c'est 59 équipes participantes venant de 48 pays. La Confédération africaine, c'est 55 pays, 56 même je crois avec Zanzibar qui est dernier arrivé l'année passée. Et donc voilà, 48 pays, ça veut dire forcément qu'il y en a qui ne sont pas là. Alors je vais vous donner la liste pour cette Ligue des champions et cette Coupe de la Confédération. Il n'y aura pas de club namibien, il n'y aura pas de club capverdien, de Djibouti, de la Réunion, de Sao Tomé et Principe, de la Sierra Leone, du Tchad et de la Somalie. Alors vous me direz oui pour la Somalie, moi j'ai déjà il y a déjà quelque chose qui m'interpelle au-delà de la Somalie, de pays qui sont qui ont des crises politiques fortes. Déjà moi c'est le Cap-Vert. Le Cap-Vert actuellement c'est une équipe, bon c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Sénégal, mais c'est une nation africaine qui marche, qu'on retrouve régulièrement dans les coupes continentales, qui a des joueurs dans certains championnats européens. Pourquoi pas le Cap-Vert? Ben écoute, c'est une très bonne question. Je ne connais pas la réponse précise parce que tu sais c'est difficile avec les fédérations. Il y a beaucoup de politiques qui rentrent en jeu au niveau de la CAF et justement moi je vais essayer de vous expliquer en vous parlant de 2 cas que je connais très bien et peut-être ça permettra aux gens de comprendre ce qui fait que parce que tu cites le Cap-Vert, oui le Cap-Vert c'est un grand pays de foot qui est maintenant bien développé et qui est bien présent sur la scène africaine, mais il y a pas que, il y a aussi la Sierra Leone qui est un pays qui est présent sur l'échiquier africain, tout comme ça Tomé et Principe. Djibouti, c'est une toute petite nation. La Réunion c'est un cas un peu particulier, mais c'est une fédération qui est inscrite à la CAF, un petit peu comme la Guadeloupe ou la Martinique peuvent être présentes du côté de la CONCACAF. Et du coup, la Somalie. Zanzibar, tu as évoqué Zanzibar. Zanzibar, c'est pas un pays souverain. Zanzibar, exactement. Voilà. Exactement. Mais ils ont leur propre fédération et du coup, ça leur permet d'envoyer leurs meilleurs représentants sur les compétitions continentales et surtout de participer aux éliminatoires de la CAN et des autres compétitions, notamment du mondial aussi, quoi. Enfin, ils sont dans l'échiquier de la FIFA. Donc, on va commencer
avec le premier exemple, c'est l'exemple du Tchad. Alors pour le coup, donc le Tchad ne participe pas à cette édition. L'édition précédente, ils étaient présents. Il y avait le champion AS Coton, enfin le champion. Non, je vais vous expliquer. Le vice-champion AS Coton Tchad qui était représenté et le vainqueur de la Coupe du Tchad qui avait bien eu lieu aussi était représenté en Coupe de la Confédération avec Foula Edifice. Alors pourquoi je dis le vice-champion? Parce qu'en fait le championnat au Tchad s'est déroulé sur 2 années civiles, c'est-à-dire qu'il a commencé en 2015 pour se terminer en 2016. Donc on a eu un champion 2016. Le champion de 2015 était celui de l'année d'avant. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué, tout était décalé. Et en fait, le champion de cette année 2016 ne convenait pas tellement à la fédération puisqu'il s'agit du club d'un des opposants au régime actuel, entre guillemets régime, hein, bien sûr, il ne s'agit que de football. Et du coup, le Tchad a refusé d'inscrire le champion de la saison 2016 et a pris en compte celui de la saison 2015, d'où la présence d'AS Coton Tchad. Bon, jusque-là, vous me direz, qu'est-ce qui joue dans notre cas en 2018? En fait, Gazelle étant champion 2016 et le championnat 2017 n'étant pas terminé, puisque de nouveau, nous sommes sur le même schéma qu'un championnat européen, ça a commencé très tard dans l'année, vu que l'année précédente, c'était fini en cours d'année 2016. Je ne sais pas si c'est très clair, hein, c'est un peu alambiqué. Tout ça pour dire que le champion n'est pas encore connu. Donc, on n'est pas capable de l'inscrire dans la Ligue des Champions 2018. Si on avait suivi la logique précédente, logiquement, l'équipe de Gazelle, qui était championne de l'année précédente, aurait dû représenter le Tchad. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont préféré n'envoyer personne. Les équipes ne sont pas inscrites. Donc, on a un pays qui a une fédération qui fonctionne, qui refuse, alors qu'il a un championnat national qui est en route, qui refuse carrément d'inscrire et de permettre à ces clubs de participer aux compétitions continentales, alors qu'ils ne sont même pas suspendus. Ils sont déjà suspendus du côté de leur sélection. Ils n'étaient pas suspendus du côté des clubs. Il leur reste maintenant plus que les jeunes pour espérer de faire quelque chose. Et ils avaient été éliminés très rapidement dans les éliminatoires. Du coup, il n'y a plus, pour cette année 2018, le Tchad n'aura pas de compétition continentale, n'aura pas de football international. Ouais, donc c'est un petit peu ça aussi l'Afrique, avec des fédérations où la politique est très importante, parce que c'est une voix pour la CAF, c'est une voix pour la FIFA, et vous savez très bien que la politique fait partie du football aujourd'hui. C'est complètement cadabrantesque, oui, ça, c'est fou. On rappelle que le Tchad, c'est quand même le pays de Jafet Endoram, si je me trompe pas. Les Nantais sont bien placés pour savoir. C'est le pays aussi il y a Casimir Ninga, le joueur de Montpellier, qui est tchadien. Et voilà, c'est un peu bon. Il faut pas. Enfin voilà, j'ai du mal à comprendre, puisque finalement on prive un petit peu tout le monde de pouvoir se développer. Et j'imagine que ce qui se passe au Tchad et peut-être ce qui se passe du côté du Cap-Vert, peut-être dans une version différente, mais au final c'est des enjeux et des intérêts personnels qui empêchent le collectif de pouvoir briller. C'est peut-être la même chose en Namibie, c'est peut-être la même chose du côté de Sao Tomé et Principe. Vous savez, la politique dépasse le sport parfois, et on se retrouve avec des cas comme ça. C'est quand même impressionnant à ce niveau-là. Ouais, parce qu'au final, c'est la représentation du pays dans le football, qui est juste le sport numéro 1 en Afrique, et qui permet de briller un petit peu et puis de se faire connaître. J'ai eu la chance de participer à un match de Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération il y a 2 ans, quand Renaissance, je crois, jouait contre l'Espérance de Tunis. Il y avait d'ailleurs un papier sur Lucarno Posé qui était sorti. Et voilà, c'est l'Espérance de Tunis, quoi. C'est un grand club du football mondial. C'est toujours un plaisir d'avoir la chance de les voir venir dans son pays, quoi. Tout à fait. Et donc, ton second cas? Et donc là, mon second cas est un peu différent, mais ça permettra de comprendre aussi tout ce jeu politique. C'est le Bénin. Donc, comme vous l'avez compris, le Bénin n'est pas dans cette liste des pays absents. Donc, en quoi ça va vous intéresser? Donc là, en fait, je vais plutôt vous parler de comment les équipes sont qualifiées, dans quelle mesure une fédération peut inscrire une équipe à sa compétition. Donc, le Bénin, c'est une sélection quand même qui était à 2 doigts de se qualifier à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ça s'est joué à un goal average négatif un goal average inférieur par rapport au Togo, qui était dans une autre poule. Donc vraiment, ça s'est joué à rien du tout. Pour vous dire que c'est un pays peut-être un peu de niveau supérieur au Tchad en termes de développement et de rayonnement sur la scène footballistique. Et donc au Bénin, on a joué notre championnat national qui s'est terminé à temps pour pouvoir désigner le représentant à la Ligue des Champions, même si ça a été juste. Donc les Buffles de Borgou, qui est en plus un club mythique béninois, est qualifié. Il restait maintenant la Coupe de la Confédération, et la Coupe de la Confédération pour le Bénin, c'est normalement le vainqueur de la Coupe. Donc au mois de fin octobre, on reçoit une notification au club, parce que tous les clubs qui étaient enregistrés à la fédération béninoise étaient en mesure de participer à la Coupe du Bénin. Donc nous, avec notre centre Abisport, on a reçu la lettre de la fédération pour nous proposer de nous inscrire à cette
Coupe du Bénin et finalement moyennant une inscription. Et finalement, 3 semaines plus tard, on reçoit un document comme quoi les représentants, les dirigeants des clubs de première division sont invités à une réunion pour désigner le club qui représentera le Bénin en Coupe des Confédérations. Ils leur demandent de venir avec un dossier économique et avec des lettres de motivation pour justifier qu'on les choisisse au détriment d'un autre club pour représenter le pays. Donc au final, au lieu de représenter un champion, un club qui a mérité sportivement sa qualification sur le terrain, ben le Bénin a privilégié de choisir le club qui était le plus à même de le représenter économique, enfin sur d'autres critères que sportifs, quoi. Donc ça peut être économiquement, ça peut être politiquement, enfin il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte à ce niveau-là. Mais voilà, c'est pour dire que avec un bon dossier et peut-être de bons contacts, on est presque en mesure de pouvoir se qualifier à la Coupe de la Confédération à distance dans certains pays d'Afrique ou à la Ligue des Champions. J'imagine qu'on peut retrouver ce cas-là dans d'autres pays sous d'autres formes. Ah, je sais pas pour l'Asie. Ça m'étonne un peu, ou alors ça dépend pour. Ouais, non, je ne sais pas. Mais en tout cas pour l'Amérique du Sud, oui, non, c'est pas a priori pas comme ça. Mais c'est quand même fou dans les deux cas en termes d'intérêt personnel, de comment dire, de manigance. Enfin, moi toujours c'est le genre de micmac qui me fait penser à la maison qui rend fou d'Astérix et Obélix. C'est c'est absolument hallucinant. Mais c'est fou que en fait ce qui est terrible, c'est que ça se passe à l'échelle finalement de la CAF et de la FIFA, qui sont des institutions les plus importantes du monde et qui sont en train d'essayer de dire à tout le monde qu'ils veulent, par une politique, une gestion saine, une gestion transparente, permettre au monde de se développer au travers du foot. Et au final, ce rêve qu'ils envoient à tout le monde, on s'aperçoit que dès qu'on arrive au niveau d'une fédération dans certains pays en Afrique, comme c'est le cas ici, tout est chamboulé, tout est gangréné par des intérêts personnels et au Tchad, c'est vraiment criant, quoi. C'est un président qui est là pour faire un petit peu son beurre. Il a avec lui son vice-président qui est aussi président d'un club. Donc tout est alambiqué. Lui, quand il a son club qui participe à une compétition continentale, ça lui permet de faire voir des joueurs. Il profite de la sélection pour faire partir leurs joueurs en essai dans d'autres pays. Enfin, c'est des situations complètement incroyables et que la FIFA au final tolère, parce que si moi je suis au courant, c'est que d'autres sont au courant. Je suis pas surinformé. Je fais que raconter des faits qui sont avérés, que je vois, que je peux croiser sur la presse. Donc je dirais même c'est un manque de respect envers la jeunesse de ces pays-là, envers les passionnés de foot de ces pays-là, que de tolérer qu'on ne respecte même pas l'équité sportive dans les compétitions de base, le championnat de football de première division et la Ligue des Champions, les Coupes des Confédérations. Ouais, ma foi. Bon, on a pointé du doigt les mauvais élèves. On va les retenir. Et ça reste quand même hallucinant. C'est le genre de problème qui gangrène tout un continent et malheureusement, ça ne touche pas que la sphère footballistique et ça empêche bien des développements dans bien des pays africains. Mais il n'y a pas que des mauvais élèves et elles vont avoir lieu, ces compétitions, la Ligue des Champions d'Afrique et la Coupe des Confédérations. On en est à la phase préliminaire, donc ce sont des matchs en aller-retour, hein, c'est un peu comme les phases éliminatoires en Europe. Est-ce que tu peux déjà, quand est-ce qu'elles vont avoir lieu et est-ce qu'on a déjà des petites affiches, des petits matchs intéressants comme ça? Alors oui, on commence déjà à rentrer dans le vif du sujet. Le tour préliminaire se passe en 2 phases. Il y a un premier tour, un second tour. Et par exemple, il y a quelques équipes qui sont exemptées de ce premier tour. Elles sont 6, le Al Ahly, le WAC de Casablanca, tenant du titre, le TP Mazembe, l'Étoile sportive du Sahel et le Mamelodi Sundowns. Je dis 6, elles sont 5. Donc, on retrouve grosso modo les champions de tous les pays qui y participent et également le meilleur deuxième généralement de 12 pays et ces 12 pays, ce sont les 12 meilleurs pays au ranking, hein. C'est un classement qui est établi sur 5 ans et qui permet de créer du mouvement et de ne pas figer certains pays avec plus de représentants que d'autres. Je me dis un peu comme ça se fait en Europe où la France est un peu sous la menace, enfin, et dans la bataille avec la Russie, le Portugal, etc. Donc, comme la plus grosse affiche, hein, pour moi de ce premier tour, c'est le champion du Nigeria qui va affronter le champion
champion du Cameroun, Planet United contre Erding Sport. En même temps, c'est un petit teaser pour le prochain magazine de Lucarno Posé qui va sortir très prochainement, dans lequel je parle de cette rivalité naissante entre le Nigeria et le Cameroun. Et c'est vrai que ce sont deux pays qui sont voisins, un anglophone, un francophone. Une partie du Cameroun est anglophone et c'est même tendu en ce moment entre les communautés anglophones et francophones du Cameroun. Donc voilà, c'est un match qui sera très intéressant et un enjeu sportif qui permettra de se dépasser et de projeter ça carrément sur l'échiquier politique, etc. C'est la domination régionale qui est en jeu. Ah oui, à ce point-là, d'accord. Et c'est deux pays limitrophes, donc bien évidemment. Et puis aussi, je voulais juste dire, en plus de ce que tu viens d'expliquer, Nigeria et Cameroun, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ce sont deux monstres du continent africain. Ce sont des équipes qui ont atteint les huitièmes ou les quarts de finale de la Coupe du Monde pour le Cameroun, qui ont eu des joueurs à résonance planétaire, internationale au niveau footballistique. Ouais. On pense à Okocha, à Kanu au Nigeria, à Mboma, Mboma c'est pas forcément le plus grand, mais oui, quand même, Samuel Eto'o peut-être. C'est fou, pourquoi je l'ai pas sorti en premier? J'ai fait mon vieux, j'ai sorti les 90, 80, j'avais dit Roger Mila, bien évidemment. Alors voilà. Je rappellerai aussi aux plus jeunes que Monsieur Gianluigi Buffon a pour idole, comment il s'appelle, Thomas Nkono. Thomas Nkono, voilà, tout à fait. Gianluigi Buffon a pour idole Thomas Nkono, le gardien des Lions indomptables dans les années 90, 80, 90. Et Gianluigi en a même appelé son fils Thomas. Voilà. Pour dire à quel point ce sont des pays immenses dans la culture footballistique. Tu es vraiment très bon pour teaser, parce que on parlera aussi de Thomas Nkono dans le prochain magazine Lucarno Posé. Comme quoi. Ma foi. Alors, tu as dit, c'est pas la seule affiche, tu as dit que tu en avais d'autres. Ouais, je vais te donner, il y a un pays qui a peu de chance au tirage, le Mali. Les représentants maliens, le Stade malien va affronter l'équipe ivoirienne de Williamsville qui a terminé deuxième dans son championnat. Et l'AS Vita Club de RDC va jouer contre l'US Equita, qui est un peu le néophyte pour le côté malien dans cette compétition. Il y a d'énormes clubs, le Real Bamako, etc., qui sont habituellement représentants du pays en Ligue des Champions, qui cette fois-ci se sont fait dépasser localement. Du coup, contre l'AS Vita du Congo, ça risque d'être un petit peu compliqué. Après, il y a un autre match qui peut être sympa, c'est la surprise égyptienne, Mirs Leal Makassa, Mirs Leal Makassa, qui a fini deuxième du championnat derrière le Al Ahly, qui va affronter les jeunes Sénégalais de Génération Foot. Génération Foot, c'est un centre de formation. C'est le centre de formation qui a sorti dernièrement Sadio Mané, Papi Cissé, Diafra Sakho, Emmanuel Adebayor, qui était leur première grande star et qui est aujourd'hui le centre de formation attitré du FC Metz en Afrique, au Sénégal. Et peut-être une petite dernière affiche pour la route. C'est une spéciale dédicace à mon Bénin chéri, les Buffles de Borgou, qui est un grand club qui va affronter l'ASEC Mimosa, donc champion de Côte d'Ivoire. Et l'ASEC Mimosa, figurez-vous, que c'est une équipe qui à la base a été formée par des Ivoiriens d'origine béninoise issus de la diaspora qui ont créé le club qui est aujourd'hui je pense le mythe d'Abidjan et le plus gros club ivoirien, celui qui a notamment formé grâce à Jean-Marc Guillou les Yaya Touré, Harouna Dindan et autres Gervinho. D'accord, très bien. Et du coup, en ce qui concerne la Coupe des Confédérations, on a du gros match déjà. C'est le même format, la Coupe des Confédérations. Là, il y a la phase préliminaire, ensuite il y aura les groupes. Exactement, on commence comme la Ligue des Champions, sauf que ceux qui perdront au prochain tour de la Ligue des Champions seront reversés en Coupe de la Confédération, un peu entre le même système que la Ligue des Champions et l'Europa League en Europe. On a quand même de gros représentants et je vais juste vous donner la liste des pays qui sont exemptés, des clubs qui sont exemptés de premier tour. Vous allez comprendre un petit peu qu'il y a du niveau. On a l'USMA d'Alger, on a le Zamalek du Caire, le Raja Casablanca, Enyimba du Nigeria, DNCB de la RDC, Supersport qui est ni plus ni moins que le dernier finaliste de la Coupe de la Confédération qu'il a perdu contre le TP Mazembe. On a deux clubs soudanais, on a le club africain de Tunis et on a Ankana de Zambie. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu toutes ces équipes-là sont exemptées de premier tour et puis se retrouveront au deuxième tour les équipes qui seront sorties là des vainqueurs de leurs matchs respectifs. Et après, ils seront croisés avec les éliminés de la Ligue des Champions. Donc, ça nous permet quand même d'avoir deux compétitions de très bon niveau que ce soit la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération.
fédération. Si je devais te donner une affiche, moi j'en ai relevé une, c'est le mythique club ghanéen d'Asante Kotoko, qui a été élu club africain du XXe siècle, même si c'est relatif au point de vue, en tout cas la Asante Kotoko le revendique fièrement, et ils vont affronter les Congolais du Kara, de Brazzaville, hein, qui est régulier des compétitions africaines, et parmi les deux là, il y en aura forcément un qui sera très déçu. Sinon, une autre affiche, c'est El Masri, le club égyptien d'Alexandrie, qui est tristement célèbre pour être le club contre lequel jouait le Al Ahly quand on a assisté au massacre de Port Saïd où 74 supporters égyptiens avaient trouvé la mort. En 2011. Ouais, exactement. Et qui vont affronter les Zambiens de Green Buffalo. Et puis, toujours pareil, mon affiche un petit peu coup de cœur et qui cette fois-ci va être pas teaser, mais l'inverse, hein, va teaser quelque part le premier magazine, puisque le Afia de Conakry, dont on raconte l'épopée dans le numéro 1 du magazine Lucarne Opposé, affronte l'équipe béninoise de Énergie, donc cette équipe qui a réussi à passer haut la main l'entretien organisé par la fédération béninoise. Très bien, merci beaucoup Pierre-Marie et de ce petit brief sur ces deux compétitions de club continental africaines, ces deux compétitions qu'on a suivies l'an passé, en 2017, sur les podcasts. Hein. On avait commencé avec les phases de poule, tu nous avais expliqué le fonctionnement, on avait ensuite on avait fait un point sur la fin des phases de poule, et puis les demi-finales, la finale qu'on avait débriefé tous les deux, en tout cas la finale de la Ligue des Champions d'Afrique. Deux compétitions que suit Lucarne Opposé et que couvre Lucarne Opposé avec ces articles que vous écrivez, toi et Farouk. Merci beaucoup Pierre-Marie. Écoute, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un grand plaisir et un immense honneur. À la prochaine Pierre-Marie. Ciao, ciao. Ciao. Focalisons-nous maintenant sur deux pays du Maghreb, le Maroc et la Tunisie en l'occurrence, où certains clubs semblent avoir opté pour une stratégie de recrutement inédite, faire appel à des joueurs binationaux. Et nous rejoignons pour aborder ce sujet notre ami Farouk. Farouk, comment vas-tu ? Bonsoir Simon, bonsoir à tous les fidèles de Lucarne Opposé pour le premier podcast Efrikia. On souhaite que vous suiviez avec intention ce lancement et on espère que vous allez apprécier. Mais il n'y a pas de raison qu'il n'apprécie pas. Il n'y a pas de raison. Le Bola Latina a été apprécié, l'AFC Corner a été apprécié, Culture Soccer est apprécié, l'autre football est apprécié, Efrikia sera apprécié. Alors comme je l'expliquais, tu voulais nous parler donc de transfert un peu particulier, une espèce de stratégie on va dire, que mettent en place des clubs marocains, en particulier donc le Wydad Casablanca, en rappelant des joueurs qu'on a bien connus du côté de la Ligue 1, en la personne, et du côté de l'Hérault d'ailleurs, du côté de la Payada, en la personne de El Kaoutari, Abdelhamid El Kaoutari, et éventuellement, ça si j'ai bien compris, c'est pas tout à fait officiel, Karim Aït Fana. Tu vas nous expliquer que c'est une stratégie un petit peu particulière d'une part et que c'est pas une première. Effectivement, je vais parler d'une tendance sur laquelle le Maroc se positionne sur ce mercato hivernal, mais qui était déjà fortement prisé en Tunisie depuis l'année 2015. Là, sur les dernières semaines, donc ça vient de tomber aujourd'hui. Donc Karim Aït Fana, l'ancien joueur de Montpellier, a signé avec le Wydad Casablanca, a trouvé un accord. Il suit du coup son ancien coéquipier au MHSC, El Kaoutari, qui s'est engagé également avec le Wydad Casablanca. On a aussi dans le même profil d'ancien international marocain qui a évolué la grande partie de sa carrière en Europe, l'ancien joueur de Monaco, Mounir Obadi, qui s'est engagé avec le Raja Casablanca. En fait, actuellement, c'est la trêve au Maroc. Le championnat reprend ses droits qu'à la fin du Tchan, qui est le championnat d'Afrique des équipes locales qui se déroule d'ailleurs sur place.
Et du coup, les grands clubs au Maroc voulaient se positionner sur des anciens internationaux pour, dans le cas de Wydad, essayer de renouveler un peu un effectif qui était en fin de cycle, et dans le cas du Raja, essayer de faire des postes ciblés, enfin de renforcer des postes ciblés en misant sur des valeurs sûres. Alors pour voir dans la globalité cette tendance à essayer de déboucher des expatriés qui évoluaient en Europe, prenons le cas de la Tunisie et les deux clubs de Tunis, le club africain et l'Espérance de Tunis, qui ont intensifié le recrutement ou en tout cas la tentative de déboucher des Tunisiens qui évoluaient en Europe. Alors quand on dit Tunisiens évoluant en Europe, il faut dissocier deux cas bien précis. Enfin, il y a deux profils bien précis qui se dessinent. Le premier profil, c'est les joueurs qui évoluaient au pays, qui ont été formés au niveau local, qui ont réussi à se faire remarquer suffisamment pour aller évoluer en Europe, et qui, il y a un moment où ils étaient un petit peu en perte de vitesse en Europe, les clubs tunisiens sont venus les débaucher pour leur proposer de revenir au pays. C'est le cas, par exemple, de l'ancien attaquant de l'OM, Saber Khalifa, qui avait été débauché par le club africain, et l'ancien joueur du FC Metz, Ferjadi Sassi, qui est actuellement titulaire au poste de milieu en Tunisie, qui avait été débauché par l'Espérance de Tunis pour revenir jouer en Tunisie. L'avantage pour les clubs d'attirer des profils comme ça, c'est que on sait ce qu'ils valent au niveau local, c'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Donc, il n'y aura pas vraiment de problème d'adaptation. On sait que les mecs vont être fiables parce que c'est un championnat qu'ils connaissent. Et dans 85-90% des cas, rapatrier un joueur comme ça, c'est une bonne pioche pour les clubs tunisiens. Ça, c'est le premier profil. D'autant plus qu'il a pris de l'expérience ailleurs. Voilà, c'est un joueur beaucoup plus complet qui revient. Exactement. Et même si ils étaient dans le cas de Saber Khalifa et Ferjani Sassi, même s'ils étaient un peu en perte de vitesse à ce moment-là en Ligue 1, l'Espérance de Tunis et le club africain, en misant sur ces gars-là, ils savent ce qu'ils valent. Et le temps d'adaptation va être très court. Donc c'est un petit peu rapatrier des valeurs sûres parce qu'on sait ce qu'elles valent. Ça, c'est pour le premier profil. Et il faut aussi distinguer un second profil, c'est-à-dire dans le cas de la Tunisie, il s'agit de binationaux issus de la diaspora en France, enfin francophone, France, Suisse, Belgique, d'origine tunisienne, c'est-à-dire que ils n'ont pas vécu en Tunisie, si ça se trouve, c'est des fils ou petits-fils d'immigrés. Leur lien footballistique avec la Tunisie, si jamais ils sont internationaux, c'est uniquement les rassemblements avec l'équipe nationale, mais qui n'ont pas eu l'occasion d'évoluer en Tunisie. Pourquoi est-ce que ces joueurs-là intéressent les clubs tunisiens? Parce que d'une part, ils ont été formés en Europe, donc dans un cadre qui est estimé comme étant plus professionnalisé. Donc on sait qu'ils ont été formés dans de bonnes conditions. Contrairement à un attaquant qui va venir d'autres pays, soit l'Afrique subsaharienne, soit l'Amérique du Sud ou autre, ces gens-là parlent ou comprennent bien l'arabe et le dialecte tunisien, donc l'adaptation sera plus facile. Et surtout, dans le cas de la Tunisie où l'emprise du foot local sur le groupe des 23 est très importante, le meilleur moyen de se faire remarquer pour essayer d'être sélectionnable, jouer en Tunisie, c'est le contexte parfait parce que tous les médias vont parler du joueur. S'il se fait remarquer, c'est une très bonne chose. Et ils ont qu'à y gagner en rentrant en Tunisie. Il vaut mieux être incontestable en Tunisie que grappiller du temps de jeu en Europe. Voilà. Et dans ce cas de figure-là, il y en a eu depuis 2015, il y en a eu plein. Il y a eu Anis Badri qui a été formé à l'Olympique Lyonnais, qui a joué en Belgique, qui a été débauché par l'Espérance de Tunis. En quelques mois qui ont été super convaincants, il a réussi à intégrer le groupe des 23. Le club africain, sur son année où il avait remporté le titre, avait misé sur 7-8 joueurs, dont l'ancien joueur de l'Inter, Tijani Belaïd, Oussine Nater, qui avait fait toute sa carrière en Suisse. Ils avaient misé comme ça sur une génération, en plus des Tunisiens qui étaient allés en Europe, sur des binationaux. Alors, dans le cas du Maroc, c'est que le second profil. C'est beaucoup plus des seconds profils qui sont recherchés parce que sur ces dernières années, des Marocains qui réussissaient sur le plan local et qui après s'expatriaient en Europe, il y en a eu beaucoup moins. Mais du coup, le raisonnement est le même. Après, dans le cas de Obadi, Aïtfana et El Kaoutari, le truc, c'est que j'ai du mal à croire qu'ils gardent pas cette idée-là dans le coin de la tête. Certes, ils ont été compétitifs et ils voient dans le fait de rentrer au Maroc une occasion de se relancer, en plus dans un contexte plutôt favorable à quand même jouer des bons matchs, parce que les deux équipes jouent le titre, jouent des matchs au niveau africain, donc ça reste quand même un bon niveau. Voilà, au niveau continental, on rappelle que le Wydad est champion en titre de la Ligue des Champions. Et vainqueur de la Ligue des Champions, effectivement. La Coupe du Monde des clubs cet hiver, voilà. C'est pas un petit club en ce moment, ils vont pas n'importe où. Non, et puis surtout, même si Hervé Renard regarde beaucoup plus le vivier européen que le vivier local, dans le cas d'El Kaoutari et Aïtfana, j'ai du mal à croire qu'ils reviennent juste pour le plaisir.
peut-être que dans un coin de leur tête, ils doivent se dire que même en se relançant, on sait jamais, en faisant 3-4 mois, et si tous les médias locaux marocains parlent d'eux, ils peuvent devenir une alternative et choper une place dans les 23. Je On pense que rappelle que Mounir c'est des Obadi, joueurs encore relativement jeunes, hein, c'est-à-dire que El Kawthari Exactement. a 27 ans, Aït Fana a 28 ans, c'est un âge tout à fait correct, quoi. Ils ont encore un bon bout de carrière devant eux. Là où Mounir Obadi, par exemple, qui a 44 ans, qui a 34 ans, pardon, Ouais. 34 ans, on va pas lui dire de 10 ans non plus, qui a 34 ans, voilà, est plutôt en fin de carrière. C'est plutôt une fin de, voilà, il termine là-bas, mais oui, pour ces deux-là, voilà, comme tu le précises, il s'agit vraiment d'une tentative de relance. En fait, pour Obadi, oui, peut-être la chance est infime, même s'il avait quand même eu une sélection en 2017. Et si on s'arrête vraiment dans le cas du Maroc, la compétitivité est très importante parce que là, sur les profils binationaux, c'est-à-dire les gens de la diaspora marocaine au Benelux et en France qui tentent leur chance en rentrant au Maroc, il y a 3 possibilités. Soit ça marche très bien. On va prendre un exemple en 2014, un joueur qui avait joué une grande partie de sa carrière en équipe de jeunes en Belgique, qui s'appelle Rachid Tebarkanine, qui avait fait une grande partie de sa carrière en Belgique, qui a choisi de rentrer à l'âge de 30 ans pour jouer avec l'Olympique de Khouribga. Il avait signé un contrat de 2 ans. Et ben, ça avait plutôt bien marché. Les gens étaient contents de son rendement. Il avait contribué à la bonne saison de l'Olympique de Khouribga, qui avait fini 2e du championnat du Maroc en 2014-2015. C'était un exemple de retour au pays qui avait bien marché. On a des expériences un peu plus en demi-teinte, comme l'ancien milieu de terrain d'Auxerre, Jamel Aït Benidir, qui lui, depuis qu'il est rentré au Wydad Casablanca, est plus un joueur de complément, alors qu'on pensait qu'il allait vraiment être titulaire souvent. Il a plus été utilisé depuis qu'il est rentré comme joueur de complément. Et on a le cas où ça se passe absolument pas bien, comme l'ancien attaquant encore de la JOCR, Kamel Chafni, qui avait signé pour 9 millions de dirhams en 2015 et qui avait joué 2-3 bouts de match avant de complètement disparaître du groupe. En fait, on ne peut pas anticiper. C'est une stratégie de recrutement qui ne peut avoir que des avantages sur le papier, mais on ne peut pas anticiper comment ça va se passer avec le joueur une fois qu'il sera sur place. Oui, moi, tout de suite, le premier truc auquel je pense quand on parle d'un binational comme ça, comme tu dis, hein, quelqu'un qui est un fils d'immigré, un enfant d'immigré, et qui est donc français, voilà, il est né en France, sa terre c'est la France, il est culturellement, du coup, il a eu forcément une partie de son cœur qui est au Maghreb, mais beaucoup de gens, personnellement d'ailleurs, pas mal d'amis, à qui c'est arrivé, voilà, qui avaient parfois une idée très fantasmée du bled, puisqu'on appelle souvent ça comme ça, et il y a souvent, quand on y retourne, un désenchantement. Est-ce que justement, c'est pas ça le gros risque pour ces joueurs-là, c'est de tomber dans un espèce de désenchantement de ce qu'est réellement la vie là-bas, même si ce serait une vie plutôt confortable? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte, et souvent, on a un exemple précis, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, de cas qui se sont très bien déroulés et d'autres qui ont mal tourné. Il y a une raison qu'on peut prendre en compte, c'est par exemple si on a vendu au joueur en question qui va faire partie d'un projet, et comme du fait de l'instabilité chronique au Maghreb, une équipe dirigeante peut vite changer, un staff peut vite changer. Des certitudes qu'il pouvait avoir au moment où il a signé ne sont plus vraiment applicables au moment où il joue. C'est-à-dire que ça va peut-être être à des lieux de ce qu'il pensait. Je prends 2 cas en particulier. Je pense que même vu un manque de compétitivité, Kamel Chafni, vu le prix de son transfert, s'attendait à beaucoup jouer avec le Wydad. Mais il se trouve que l'entraîneur en place à l'époque, c'est-à-dire l'ancien entraîneur de Real Madrid, John Toshak, il était plutôt dans l'idée de faire jouer des jeunes. Il avait des jeunes attaquants, des jeunes milieux offensifs qu'il voulait développer, il voulait construire l'équipe. Et ça l'arrangeait pas vraiment que quelqu'un qui semblait pas être dans une forme physique optimale puisse prendre une place d'office. Et John Toshak avait pas pris ça en compte et avait écarté assez vite Kamel Chafni, qui au final avait pas beaucoup joué. Dans le cas de Tijani Belaïd, en fait, il avait fait une bonne année au club africain, ça avait super bien fonctionné l'année du titre. Après, comme le club africain a eu des difficultés, lui, comme certains autres, pas réussi à relever l'équipe. Et une fois que Tijani Belaïd avait tenté sa chance dans un autre club en Tunisie, je pense qu'il s'attendait pas vraiment à ce que on lui dise que l'orientation était plus sur les jeunes que sur des éléments d'expérience. Et justement, ça avait mal tourné à cause de ça. Et il y a un autre élément aussi qui doit entrer en compte, c'est la compétitivité, c'est-à-dire le Wydad, qui, je pense, est un peu échaudé et qui avait été un peu échaudé par l'affaire
Shafi, a récemment décliné l'offre. Enfin, on lui a proposé l'ancien attaquant de la Fiorentina, Mounir El Hamdaoui, qui avait aussi été sélectionné avec le Maroc au début des années 2010. Et ben, une fois qu'ils se sont un petit peu renseignés, il s'avère que El Hamdaoui était allé jouer en Arabie Saoudite et que il manquait un petit peu de compétition. Ça les arrangeait pas vraiment de récupérer quelqu'un qui était un petit peu à court. Il fallait quelqu'un qui soit opérationnel vite. Il s'agit pas de récupérer juste un nom. Ben, il s'agit pas de récupérer juste un nom. Et donc, il y a ces aléas de la politique sportive qui peuvent vite varier au Maghreb. Et pour quelqu'un qui est habitué à quelque chose de plus carré en Europe, ou des projets qui sont un peu plus sur le long terme, des fois, quand ça varie vite, on peut être désarçonné. Des fois, ça peut être aussi une adaptation qui ne se fait absolument pas du tout. Quand on prend le cas de l'ancien attaquant de Sochaux, Johan Tousgar, qui avait tenté un retour au pays en étant recruté par le club africain, eh ben, un joueur comme ça qui a joué en Ligue 2, qui est habitué à jouer dans des équipes plutôt offensives, qui est bien alimenté en ballon, etc. Bah là, il arrive en Tunisie, il se confronte à des défenses rugueuses, à des stratégies où il est loin, complètement isolé de l'équipe, où on lui balance des grands ballons, et dans des terrains où justement souvent l'état des pelouses est un peu litigieux. Eh ben, son expérience, ça a été un calvaire pour Johan Tousgar. Quand il est retourné en France, forcément, il allait avoir des situations plus adaptées à ses qualités. Mais la greffe a absolument pas pris quand il est rentré. Ça ne collait pas. D'accord. Et si toi, tu peux émettre un avis, allez, j'aime pas jouer les Madame Irma, mais voilà, si tu pouvais essayer d'imaginer faire un petit pari, c'était plutôt positif quant à l'avenir de, notamment ces deux joueurs marocains au Wydad, ou tu penses que ça peut être compliqué? Alors, si je devais donner mon avis sur les trois cas, Obadi, Oraja, El Kaoutari et Aït Fana au Wydad. Aït Fana, il s'est entraîné avec Marseille Consola. D'ailleurs, il vient de résilier avec Marseille Consola justement pour signer au Wydad. Je pense qu'il s'est maintenu en forme et je pense que mentalement et à son âge, il était vraiment prêt à se relancer. Donc, il arrive, je pense, avec un état d'esprit et un âge qui font que je pense pas qu'il va prendre l'expérience à la légère et qu'il va vraiment s'investir dans ça à fond. Je pense que El Kaoutari aussi. Et comme je l'ai dit pour le Wydad, qui je pense a tiré les leçons de ce qui s'était passé avec Kamel Shafi, s'ils ont misé sur eux, je pense pas qu'ils le font à l'emporte-pièce. Ça a été préparé. Je pense que ça a dû être un petit peu plus réfléchi. Là, le Wydad est dans une situation particulière où c'était une fin de cycle. L'entraîneur a été viré. L'effectif a vraiment besoin d'être renouvelé, mais je ne pense pas pour autant que cette initiative ait été faite sans qu'il y ait une réflexion derrière. D'accord, très bien. Écoute, moi ce que j'ai envie de dire au Wydad et au Raja et aux autres clubs marocains, c'est que s'ils veulent, moi en tant que supporter stéphanois, je leur propose Oussama Tanan, qui est un binational aussi, et on s'en sert pas. Donc voilà, si vous voulez, je lance le message, vous pouvez le prendre. Surtout qu'Oussama Tanan a été dans le groupe et je pense qu'il aurait pu justement, si les blessures lui l'avaient pas fortement ralenti, il aurait pu rester sur une bonne lancée. Je pense que c'est un petit peu trop tôt à son âge pour envisager ça. Je pense que c'est plus adapté pour des joueurs entre 26 et 30 ans qui ont eu un petit peu de bouteille, qui ont fait plusieurs années en Europe et qui se trouvent justement dans une situation où ils ont besoin de se relancer. Je pense que ça, c'est le profil parfait. Il se trouve que Oussama Tanan a peut-être besoin de se relancer, mais je pense que le problème avec lui, c'est plutôt une question de maturité, de comportement. Il est peut-être pas prêt à revenir dans une équipe comme ça actuellement. Surtout, c'est un projet aussi important que le Wydad, qui recherche quelque chose de vraiment stable et des valeurs sûres. Là, pour le coup, Oussama Tanan, le problème étant plus comportemental, je pense que c'est de ce qu'on entend dire, et il se trouve que ça se voit un peu sur les résultats, parce que le talent est là. Mais en tout cas, c'est pas interdit de penser que ce choix soit le bon. Après, moi je pense qu'il y a plus de chances d'être quelqu'un de chevronné, d'avoir passé plusieurs années en Europe et de tenter ça a plus de chances de bien fonctionner. Après, il y a des contre-exemples. Anis Badri est encore assez jeune. Il a 27 ans, mais il est quand même, il rentre dans la partie
de sa carrière où on peut dire qu'il va être au sommet. Je pense qu'il est rentré au bon moment et il s'est fait remarquer assez vite pour pouvoir rentrer dans le groupe des 23. C'est sûr que c'est mieux quand on a passé quand même 7-8 ans en Europe d'abord avant d'envisager quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas une norme, il n'y a pas une vérité particulière, quels que soient les deux profils que j'ai décrits. Le profil, les locaux qui sont allés s'expatrier en Europe et qui reviennent, ou les binationaux qui reviennent tenter leur chance dans le pays de leurs racines. Il n'y a vraiment pas de vérité. C'est difficile d'anticiper si cette initiative va être un succès ou pas. D'accord, très bien. Merci beaucoup Farouk pour nous avoir expliqué ce dossier de stratégie de transfert des clubs maghrébins, enfin, en tout cas pour ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, et le rappel de joueurs du continent européen. Et on te dit à une prochaine fois pour le numéro 2 des Fricas. Avec plaisir, merci beaucoup et à bientôt tous les auditeurs de Lucarne Opposée. C'est nous qui te remercions. Ciao Farouk. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier opus des Fricas. Avant de vous quitter, notre cher ami Farouk a tout de même tenu à placer un petit erratum. En effet, le transfert d'Aïd Fana n'est pas encore totalement bouclé à l'heure actuelle, ce qui, vous l'admettrez, ne rend pas le sujet moins intéressant. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Fricas. Salut les amis!